Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux assister à cette séquence qui sera articulée autour de la diffusion d'une web série consacrée aux sociétés face aux nouvelles violences. Cette web série, c'est la création de Tanguy Godel, ici présent, créateur en 2020 de la Boîte à Bac, une société de production de contenu pédagogique, et qui a travaillé sur cette web série avec ses deux co-autrices, Alicia Lejeune et Loki Mokbel, qui ne sont malheureusement pas là aujourd'hui avec nous, et qui a bénéficié des conseils avisés pour cette web série de Bertrand Badi, professeur émérite à Sciences Po, qu'on ne présente plus, l'un des grands spécialistes français de la géopolitique et l'auteur de très nombreux ouvrages, dont tout récemment L'Art de la paix, que M. Badi présentera juste après notre séquence à la librairie. Et nous allons aujourd'hui regarder 3 des 5 vidéos de cette web série. Vous pourrez retrouver l'intégralité de la web série sur la page YouTube du Forum mondial Normandie pour la paix. Aujourd'hui, on va déjà en voir 3. On va commencer par la première, qui est la plus générale et qui dresse un tableau d'ensemble. Après quoi, nous allons faire réagir nos deux intervenants et ensuite nous ferons passer un micro dans la salle. Donc n'hésitez pas ensuite à nous poser des questions et donc déjà réfléchir à vos questions pendant la diffusion. Il y aura quelques questions-réponses. Ensuite, deuxième vidéo, même système, questions-réponses avec nos intervenants et vos questions. Et la troisième vidéo ensuite, et nous sommes ensemble jusqu'à 15h15 et nous allons donc tout de suite, sans plus attendre, regarder la première vidéo, les sociétés face aux nouvelles violences. Ces bruits, ces images sont devenus quotidiens. Où que l'on vive sur la planète, on les voit à la télévision, dans les journaux, sur les réseaux, on les vit sur le terrain ou par procuration, on les commande de toutes parts, mais on ne les comprend pas toujours. De nouvelles violences semblent apparaître au XXIe siècle, d'une autre complexité. Le monde nous échappe et la paix semble inaccessible. Si ces violences sont nouvelles, leurs graines, elles, sont semées depuis bien longtemps. La guerre froide, ça vous parle? Si nous ne voulons pas mourir ensemble par la guerre, nous devons apprendre à vivre ensemble dans la paix. We must learn to live together in peace. Après la création de l'ONU le 26 juin 1945 et l'établissement de 5 grandes puissances à la tête des relations internationales, la guerre froide a vu s'installer un monde bipolaire qui semblait simple. Une superpuissance étatique, les États-Unis, contre une autre, l'URSS. Pourtant, à y regarder de plus près, de nouvelles violences et de nouveaux acteurs des conflits apparaissent déjà. Avec les guerres de décolonisation et les conflits par alliés interposés, les violences identitaires et symboliques font leur entrée, tandis que ces anciennes colonies cumulent les violences sociales, la faim, la soif, le manque d'accès aux soins et à l'éducation. Les voilà, les graines. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde multipolaire où le pouvoir est distribué entre plusieurs nations et acteurs non étatiques. Les violences prennent des formes plus complexes à mesure que les acteurs et les intérêts se multiplient. En 1996, Samuel Huntington, politologue américain, annonçait déjà que les conflits de demain seraient identitaires. Il imaginait des civilisations et des religions qui s'affronteraient, mais les identités se sont révélées bien plus nombreuses. Nationale ou régionale, citadine ou rurale. Un peu étonné qu'on bloque le pays comme ça, c'est pas justifié à mon sens. Identité de genre, l'identité au XXIe siècle est plurielle. Elle est attaquée, défendue et se trouve régulièrement au cœur des conflits. Si cohabiter entre êtres humains représente un défi majeur dans notre société, cohabiter avec la nature devient une question de survie. On connaît la violence des tempêtes, des tsunamis, des séismes sur toute la planète. Mais est-ce qu'on mesure la violence qui se poursuit après ces événements ? En Afrique subsaharienne, la désertification du Sahel
et la diminution des ressources en eau engendrent chaque jour des conflits et déplacements de population. Même aux États-Unis, des conflits persistent entre États, entre agriculteurs et citadins pour s'approprier les eaux du Colorado. Les avancées technologiques, toujours plus rapides, entraînent de nouvelles menaces et de nouvelles violences. Cyberattaques, cyberharcèlement, désinformation et propagande en ligne sont devenues des armes puissantes dans ce qu'on appelle les guerres hybrides. S'il faut choisir entre se battre pour notre liberté ou devenir un pays socialiste, je choisis le combat. Des armes très efficaces deviennent de plus en plus abordables. Drones, virus, explosifs miniaturisés parsèment les arsenaux des groupes terroristes, des cartels et des sociétés militaires privées. Pour les grandes puissances, les armes à distance et l'intelligence artificielle permettent de combattre l'ennemi sans jamais le voir, poussant à sa déshumanisation. Dans ce contexte de multiplication des acteurs et des violences, la paix ne peut plus être simplement déclarée. Elle doit se gagner. Si la Première et la Deuxième Guerre mondiale se sont terminées par des traités de paix, aujourd'hui, il n'existe pas de solution simple. Le processus est long et même les grandes puissances ne peuvent plus imposer leur paix. On l'a vu en Irak, en Afghanistan, en Ukraine. La paix moderne est un immense puzzle où chaque pièce est essentielle. Le développement économique est un socle essentiel pour assurer une paix durable. Dans les pays les moins avancés, la principale violence, c'est la pauvreté. Dans 58 pays, la croissance économique est quasi inexistante. Et sans ce développement, les autres pièces n'ont pas de cadre pour s'assembler. La corruption, l'impunité, les sentiments d'injustice et d'inégalité peuvent attiser la méfiance envers l'État. Cette défiance affaiblit son autorité et sa légitimité dans la gestion des violences. Alors, les citoyens peuvent développer des allégeances alternatives, que ce soit à des groupes ethniques, religieux ou régionaux, susceptibles d'entrer en conflit. La lutte pour la transparence et contre la corruption est donc nécessaire afin de restaurer la confiance en l'État et assurer le développement. Nous sommes toujours impliqués dans la scène politique pour intervenir sur le plan de développement des infrastructures, sur le plan même de pillage de l'économie nationale. Aucune paix durable ne s'obtient sans dialogue, mais les conditions pour que plusieurs groupes s'écoutent et s'entendent sont nombreuses. D'abord, il faut que chacun soit disposé à la réconciliation puis au pardon. Cela implique de reconnaître l'existence et les intérêts de l'autre. Il faut ensuite l'encadrer, trouver des interlocuteurs légitimes et s'assurer que les informations sont fiables. Un tel dialogue est difficile à mettre en place, que ce soit sur les réseaux lors de querelles identitaires et politiques, ou plus encore lors d'une guerre. Ici, nous sommes 58 Hutus et 51 Tutsis. On ne parle plus d'ethnie entre nous. Moi, toute ma famille a été massacrée, mais il faut voir maintenant l'intérêt commun et revivre comme des frères. Enfin, la paix ne s'obtient que dans le respect des droits humains. Comment emboîter les pièces de ce puzzle? C'est tout l'objet du travail des acteurs de la paix. À chacun de trouver la pièce qu'il pourra insérer. Merci. Tanguy, vous êtes à l'origine de cette vidéo et des autres. Il y a énormément de choses à dire, énormément de choses à montrer. Comment fait-on ce travail, notamment de sélection? Comment est-ce qu'on décide qu'on va partir de la Seconde Guerre mondiale et ce qu'on va choisir parmi toutes les images des conflits d'aujourd'hui? Et aussi, et peut-être surtout, comment on arrive quand même à articuler, malgré un constat assez sombre, à articuler ça avec cette possibilité que vous montrez à la fin, que chacun peut s'impliquer et peut, comme vous le dites, contribuer au grand puzzle de la paix.
Oui, alors je pense effectivement que quand on crée ce genre de web-série, surtout dans le cadre du Forum pour la paix, l'objectif est de ne pas rester sur un constat de violence. C'est pas de dire, voilà, il existe ces nouvelles violences, qui parfois d'ailleurs sont de nouvelles formes de violences plus anciennes. Mais il s'agit de se dire, il y a ce constat, il y a ces violences. D'ailleurs, par certains aspects, le monde contemporain est un peu moins violent quand même qu'il y a 20-30 ans. On a beaucoup moins de morts dans les conflits. Mais ça perdure. Et du coup, il faut garder une moitié des vidéos à chaque fois pour chercher à dire, voilà, qu'est-ce qui peut qu'est-ce qui peut aider à construire la paix. Pour parler du choix des archives, déjà, il faut partir de ce qu'il y a. Ce qui est assez difficile à chaque fois qu'on veut travailler sur un documentaire, c'est que pour tous les conflits très récents, on a très peu d'archives. Et surtout si on va sur les bases de l'INA, etc., parce que forcément, ils les sont avec un temps de décalage avec ces conflits. Or, là, on m'a demandé de faire une vidéo sur les nouvelles formes de violence. Du coup, on a choisi de remonter un peu plus en arrière, de montrer que ces violences sont un héritage, et c'est pour ça que c'était utile de parler de la guerre froide, de parler de la décolonisation, pour dire, voilà, on a ces violences, qu'est-ce qui les a engendrées? Et après, chercher en dehors des bases classiques, des images plus récentes. Et ça, pour le coup, c'est extrêmement chronophage. Je dois dire aussi que quand on crée ce genre de série, on a toujours un petit pincement au cœur. Parce que y a tellement d'éléments dont on aimerait parler, mais qu'on ne peut pas placer. Alors parfois, on retire des éléments un peu malheureusement parce que ces conflits sont moins connus et du coup vont moins marquer ceux qui regardent. Je pense par exemple à des conflits contemporains en Éthiopie, dans la région du Tigré par exemple, ou bien encore au conflit au Mexique. Le Mexique à l'heure actuelle est l'un des pays avec le plus de morts dans les violences, dans des conflits armés qui sont des conflits entre cartels. Et là d'ailleurs c'est plutôt intéressant par rapport aux nouvelles violences, puisqu'on voit que ce sont des violences, j'allais dire non étatiques, mais l'État est quand même impliqué, mais c'est majoritairement des violences entre des acteurs qui n'ont rien à voir avec l'État. Alors, et justement, je me tourne vers Bertrand Badi à propos de ces nouvelles violences. Comme Tanguy l'a dit très justement, certaines d'entre elles prennent de nouvelles formes, mais sont des violences anciennes. Les violences réellement nouvelles aujourd'hui, ce sont peut-être les violences numériques, tout ce qui a trait à cet univers d'Internet, que ce soit les accusations, les fake news et ainsi de suite. Alors, incontestablement, pardon, parce que j'ai des problèmes de voix, incontestablement ce que vous dites, mais je ne serai pas aussi catégorique. D'un certain point de vue, toutes les violences sont nouvelles parce que celles qui sont déjà répertoriées, étiquetées depuis de nombreuses années, prennent une forme tout à fait différente. Parce que il faut bien avoir en tête que notre monde change profondément. Nous sommes dans un monde qui a aboli l'espace et pratiquement aboli le temps aussi. Donc, il y a une visibilité universelle. Ça, c'est quelque chose d'important qui fait que autrefois, vous aviez... Moi, je ne sais pas si le monde est plus violent ou moins violent qu'avant. C'est impossible de répondre à cette question. En revanche, ce que je sais, c'est que la violence d'hier, on ne la voyait pas. C'est-à-dire qu'on vivait dans l'ignorance des souffrances des autres, des violences des autres. Maintenant, et ça se rapporte à toute forme de violence, toutes les violences ont de la visibilité. Ce qui est extrêmement important, parce que le comportement nouveau dans le monde, c'est la tendance que chacune et chacun d'entre nous a de s'identifier à ce qu'il voit. On n'est pas insensible à 42 000 morts à Gaza, on n'est pas insensible au fait qu'il y ait eu 15 000 enfants morts. Vous savez qu'il y a eu à Gaza en 4 mois plus de morts
que dans toutes les guerres réunies depuis 4 ans. Bon, c'est intéressant de voir que le gouvernement israélien interdit aux journalistes d'aller sur le terrain pour que ces morts soient anonymes. Et on voit bien que la bataille aujourd'hui, c'est la bataille de la visibilité. Rendre visibles des choses qui autrefois étaient invisibles. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que toutes les violences sont systémiques. C'est-à-dire elles se renforcent l'une l'autre. Et j'ai beaucoup apprécié que vous parliez de climat, d'alimentation, de santé publique, d'hygiène publique, etc. Parce que tout ceci se combine. Il n'y a pas une violence climatique indépendante de la violence sanitaire ou indépendante de la violence économique ou indépendante de la violence alimentaire, par exemple. Et ça, je ne dis pas que ça n'existait pas auparavant, bien entendu. Le jeu systémique a existé depuis toujours, sauf que pour les raisons de visibilité dont je parlais tout à l'heure, il est plus fort aujourd'hui. Et surtout, nous sommes dans un monde, et ça c'est très très important de le garder à l'esprit, nous sommes dans un monde global. C'est-à-dire que les violences aujourd'hui, elles dérivent de l'état global de la planète. Et autrefois, d'une part, on ne voyait pas les maux qui provenaient de la planète, et comme les interdépendances étaient bien moindres, ces violences étaient beaucoup moins visibles et même objectivement importantes. Moi, quand j'étais jeune, il y a très peu de temps, quand j'avais votre âge, le mot environnement, changement climatique, on ne comprenait pas ce que ça veut dire. Changement climatique, quand j'avais 20 ans, ça voulait dire la semaine dernière, il faisait meilleur temps qu'aujourd'hui où il pleut. On ne comprenait pas l'importance de l'enjeu. Et du coup, tout ça maintenant est visible, perceptible, et ça recompose un monde qui découvre ces liens extraordinairement complexes qu'il y a entre les différents types de violences. C'est une question qui est venue en vous écoutant. Vous dites qu'à présent tout est visible, mais dans la mesure où chacun vit aujourd'hui avant tout sur les réseaux sociaux et dans ses propres bulles de filtres, tout est visible, oui, mais différemment selon les gens. Selon les intérêts qu'on a, selon les sites ou les pages que l'on suit, on verra différents types de violences et on aura finalement des visions très différentes du même conflit. Ah bah vous plaidez un convaincu. Moi, j'ai toujours plaidé pour une approche subjective des relations internationales. Donc, je suis absolument convaincu de ce que vous dites. C'est dit, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse. Il y a quand même une objectivation de l'information. 42 000 morts à Gaza, c'est 42 000 morts à Gaza. Alors, je sais bien que quand on dit ça, il y a toujours des gens qui disent « Ah mais oui, mais c'est les chiffres du Hamas, ils sont contestables, etc. » Là revient effectivement la différence de point de vue. Mais, et ça c'est très important du point de vue politique, il est de plus en plus difficile aujourd'hui d'occulter les violences. Autrefois, ça se faisait. Vous savez, à l'époque coloniale, les puissances coloniales, et la France en particulier, ne se gênaient pas de cogner, et plus que ça. En Centrafrique, un 14 juillet, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait un pétard, pardon de vous dire ça, mais il faut que vous le sachiez, on mettait un pétard dans l'anus d'un Africain, et on le faisait exploser, parce que c'était marrant de voir ce feu d'artifice humain, etc. Bon, qui savait ça en France? Qui savait ça? Personne. C'est des choses qu'on a découvertes maintenant grâce aux historiens. Bon, aujourd'hui, la violence invisible, c'est quand même très rare. Alors, c'est en même temps source d'espoir et de désespoir, mais c'est... Alors, dès lors que quelque chose est visible, il a une part d'objectif. C'est-à-dire, ça existe. Bon, il y a les négationnistes, bien sûr, mais les négationnistes, ils sont de moins en moins crédibles. Une autre question sur les nouvelles violences, peut-être aussi, spécifiquement sur les nouvelles armes. Les armes se développent en permanence. Elles étaient déjà extrêmement destructrices au XXe siècle. Aujourd'hui, on a vu notamment en 2018, je crois, la démonstration en Russie de missiles qui peuvent très rapidement apporter des armes nucléaires sur les villes européennes, voire américaines. On a eu encore tout récemment un tir de missile par les Chinois par-dessus le Japon. On a
en plus de tout ce que vous avez dit, l'impression que la capacité de destruction n'a jamais été aussi grande. Est-ce que c'est un peu comme le fusil de Tchekhov qui, s'il est sur un mur, au premier acte, va finir nécessairement par tirer? Oui, ce que vous dites est tout à fait exact. Alors, il y en a qui en tirent une leçon positive et optimiste, en disant une arme, quand elle atteint un certain seuil de destruction ou de capacité destructive, devient dissuasive. Ça a été le pari sur l'arme atomique. L'arme atomique, si jamais on avait une guerre nucléaire en Europe, il n'y aurait plus une ville debout dans toute l'Europe. Donc, quel intérêt? Après tout, que eux crèvent, ça m'est égal, mais qu'ils ripostent en me tuant et en ne me laissant aucune chance, ça devient problématique. Et qu'en plus, ça a un effet de pollution sur l'ensemble du continent, ça devient dramatique. C'est-à-dire, effectivement, cette escalade dans la terreur crée ce qu'on appelle la dissuasion, en espérant que ça continuera à marcher. C'est vrai que depuis 1949, 1949 c'est le jour où l'URSS a eu l'arme atomique, c'est-à-dire où a pris fin les 4 années de monopole sur l'arme atomique des États-Unis, parce que là, quand on a le monopole, on se permet de faire des choses qu'autrement on ne se permettrait pas. Pour ça que le seul bombardement nucléaire dans l'histoire a eu lieu lorsque les États-Unis étaient les seuls détenteurs de l'arme atomique, c'était en août 1945 contre Hiroshima et Nagasaki. Bon, depuis 1949, c'est plus vieux que moi, donc ça doit faire 75 ans. Et bien depuis 75 ans, c'est vrai que cette arme n'a pas été utilisée. Dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais vu qu'une arme inventée, au bout de 75 ans, n'ait jamais été utilisée. Donc effectivement, ça ouvre l'esprit. Je pense qu'il y a aussi un autre élément qu'on peut rajouter par rapport à l'arrivée de ces nouvelles technologies et les violences, c'est qu'il y a d'une part des technologies high-tech qui sont donc accessibles qu'aux États les plus riches et les plus développés, et effectivement qui ont soit une puissance, soit une précision extrême, mais aussi ces technologies permettent de rendre accessible une violence très puissante. Je pense par exemple à l'usage des drones. Bon, aujourd'hui, il y a des drones extrêmement sophistiqués qui ne sont que dans les arsenaux des États-Unis, par exemple. Mais il y a également des drones qui sont en fait à des tarifs très raisonnables et qui sont produits entre autres par l'Iran et qui permettent à des acteurs qui ont beaucoup moins de moyens de devenir puissants. Et c'est pour ça d'ailleurs que parfois on parle de l'impuissance de la puissance, c'est-à-dire qu'avec ces nouvelles technologies, celui qui est une puissance économique va dépenser de plus en plus pour des armes très sophistiquées mais également très complexes à utiliser, tandis que des groupes d'échelons en principe inférieurs vont avoir les outils de leur violence. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle à propos de cette première séquence? Nous allons diffuser ensuite encore 2 vidéos, mais peut-être déjà quelques questions pour nos 2 intervenants. N'hésitez pas. Bonjour. Alors vous avez parlé de violence plutôt visible, d'armes plutôt visibles, mais vous avez le petit film parlait aussi des armes plus invisibles et quasiment intouchables, plutôt dans le cyberespace. Comment vous définiriez l'évolution de ces cyber-armes, si on peut dire ça comme ça? On va prendre les autres questions dans la salle et puis ensuite nos intervenants pourront répondre à toutes les questions. Première question, je vais la noter. Est-ce qu'il y a d'autres questions à l'issue de cette première séquence?
Bon, vous pouvez y réfléchir pendant que je propose par exemple à Tanguy de répondre. Comment est-ce qu'on peut peut-être juguler cette violence en ligne? Je ne sais pas, est-ce que la modération humaine est suffisante? Alors déjà, je pense qu'on peut commencer par dire que même cette violence-là n'est pas invisible. D'une part, les groupes qui le font sont bien présents sur un territoire. Je pense par exemple au Fermatrol. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais ce sont des entreprises qui sont payées par certains États pour faire de la propagande, mais également pour être des trolls sur Internet et réduire au silence leurs opposants. Donc eux, ils sont bien un endroit bien visible et peuvent être détectés. Le cyberespace, il y a certains géographes qui ont fait des travaux assez intéressants sur le fait que le cyberespace est également un territoire. C'est-à-dire qu'avec la circulation des données, avec les adresses IP, etc. par exemple, on peut localiser et les États, après, il y a des coûts, par exemple, quand il y a des usages de VPN, etc., c'est-à-dire des éléments qui réduisent la traçabilité, là, ça devient forcément plus dur de repérer, mais c'est faisable. Ensuite, il y avait une deuxième partie qui était sur comment lutter face à ces violences-là. Je pense que là, il y a presque des éléments juridiques qui doivent être travaillés. D'ailleurs, il faut toujours se dire que le droit est une arme. Et quand on parle par exemple de ces trolls, bon, à l'heure actuelle, la responsabilité de Facebook par exemple, ou bien encore de Twitter, enfin X, est très difficile à engager sur ces éléments, alors qu'on pourrait attendre d'eux de développer davantage de modération. Vous savez que, par exemple, quand Elon Musk a racheté Twitter récemment, une des premières choses qu'il a faites, c'était de licencier des modérateurs, parce que c'était un coût qui ne produisait pas d'argent. Et en plus, dans une certaine mesure, Twitter, plus il y a de trolls, plus ça marche. Merci Tanguy pour cette réponse extrêmement encourageante. Et on va maintenant regarder la deuxième vidéo, celle consacrée aux violences et à l'environnement. Mais que vient faire l'environnement dans un film pour la paix? Le réchauffement climatique et ses conséquences sur l'environnement ouvrent la voie à de nouvelles violences. Le réchauffement climatique est loin d'être un phénomène nouveau. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Mais aujourd'hui, il n'est plus possible de regarder ailleurs. L'urgence est réelle, comme cherchent à le montrer les militants et les militantes écologistes. C'est 1 milliard de réfugiés climatiques en 2050. C'est 4 degrés d'ici la fin du siècle. On aura 52 ans. Moi, je serai là, je vais le connaître, ce monde-là, à plus 4 degrés. Entre 2013 et 2022, les températures ont augmenté de 1,14 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire avant 1850. Et ce réchauffement ne cesse de s'accélérer. Mais alors, quelles sont les conséquences? Vu les effets que nous prévoyons pour le futur, personne sur la planète ne devrait être épargné. Tous les continents, toutes les régions, qu'elles soient développées ou non, font face à des phénomènes météorologiques exacerbés par le réchauffement climatique, entraînant des conséquences dévastatrices pour leur population. Incendies, séismes, tempêtes, inondations, montées des eaux deviennent de plus en plus fréquentes et violentes à travers le monde. Ces phénomènes extrêmes compromettent la stabilité mondiale, fragilisant l'économie, les infrastructures, la sécurité et la société tout entière. Dans les pays en développement où l'accès aux ressources vitales est déjà difficile, les pénuries aggravent les inégalités et intensifient les conflits existants. Il y a moins d'eau, donc le peu qu'il a les réutilise, mais ça va disparaître parce que les apports diminuent et les besoins augmentent. Le delta du Gange, entre l'Inde et le Bangladesh, abrite environ 200 millions d'habitants. La montée des eaux est inexorable, provoquant de plus en plus d'inondations. Chaque année, une part croissante des terres est submergée, menaçant directement la sécurité alimentaire et les infrastructures de cette zone densément peuplée.
des millions de villageois sont contraints de quitter leur foyer. Bangkok aura complètement disparu dans quelques années. À l'échelle mondiale, pour la seule année 2023, les phénomènes extrêmes liés au réchauffement climatique ont causé le déplacement interne de 26 millions de personnes. C'est plus que les conflits armés. Et si les conflits au Sahel, souvent attribués aux différents communautaires et religieux, étaient également liés à l'environnement? Le Sahel, l'une des régions les plus pauvres du monde, subissait déjà un climat sec limitant l'agriculture. La désertification due au changement climatique et à l'activité humaine bouleverse les fragiles équilibres locaux en réduisant drastiquement les terres cultivables. Les éleveurs nomades, qui nourrissaient leur bétail dans les rares pâturages du Sahel, doivent migrer vers le sud où se trouvent des communautés d'agriculteurs sédentaires, ce qui provoque une compétition pour les ressources en eau. Les hommes, eux, vérifient le niveau des réserves d'eau, et ce n'est pas bien fameux. Les villes, qui manquaient déjà d'infrastructures, sont confrontées à des vagues de déplacés climatiques, et en l'absence d'emploi, certains se tournent vers la délinquance. Créée en 2002, la secte Boko Haram réclame l'instauration d'un État islamique. Ceux qu'on appelle parfois les talibans nigérians sont implantés au nord-est du pays. Ailleurs, les groupes terroristes exploitent l'insécurité alimentaire, le désespoir et la privation d'opportunités économiques pour recruter, contrôler les routes migratoires et les ressources. Leur influence et leurs revenus augmentent à mesure que le désert progresse. Le facteur climatique, combiné aux facteurs identitaires et économiques, éclaire d'un jour nouveau les conflits au Darfour, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Mauritanie, toute cette bande du Sahel. De même, en Cisjordanie, l'installation de colonies israéliennes se réalise dans les zones les plus abondantes en eau. Et le contrôle de cette ressource est l'une des causes des tensions. Vous voyez cette carte postale? C'est le fleuve Colorado. Ces eaux sont un sujet de tension, car le fleuve approvisionne environ 40 millions de personnes et des millions d'hectares de terres arables entre les États-Unis et le Mexique. Les deux États signent un accord en 1944 pour réguler l'usage des fleuves transfrontaliers. Mais les épisodes de sécheresse ont réduit le débit du fleuve, et l'eau du Colorado parvenant au Mexique s'est avérée inférieure aux quotas déjà faibles imposés par les traités. En réaction, les agriculteurs du Chihuahua au Mexique ont bloqué le barrage de la Boquilla en 2016 pour stopper la livraison d'eau du Rio Grande vers les États-Unis. Au sein même des États-Unis, la baisse des niveaux de l'eau provoque des tensions entre agriculteurs et citadins qui se disputent l'accès à cette ressource. Ce puits-là, il pompe probablement entre 2500 à 3800 litres à la minute. Ça fait 3,5 milliards de litres à l'année. Et il y a beaucoup de nouvelles fermes? Ah oui, beaucoup de nouvelles fermes. Ce pays, l'un des plus grands consommateurs d'eau, risque de voir ses conflits s'intensifier. Mais ils l'ont bien compris, et de nouveaux accords entre États et autorités urbaines et rurales cherchent à réduire la consommation et à restaurer la biodiversité des fleuves. Ainsi, l'environnement peut être un terreau de coopération et même de pacification sociale. D'autres initiatives vont dans ce sens. En 2007, l'Union africaine, qui regroupe 55 États africains, adopte le projet d'une grande muraille verte pour lutter contre la dégradation des terres dans le Sahel. Un projet de reforestation, de revégétalisation et de revitalisation des zones d'eau de 8000 km à travers 20 pays, de Dakar à Djibouti. Cependant, en 2024, ce projet est loin d'atteindre ses objectifs, à cause de problèmes de financement, de coordination et de l'insécurité dans la région. Trop de rapports, trop de missions, trop de voyages, trop de blabla. Mais sur le terrain, les graines ne poussent pas. Si l'accord ne réglera pas seul les conflits latents de la région, il a le mérite d'impliquer les gouvernements, d'encourager les initiatives locales et d'améliorer les conditions de vie. Certaines zones, comme au Sénégal, ont déjà vu des progrès partiels avec un renouvellement de la biodiversité. Les parcs pour la paix sont des initiatives environnementales qui encouragent les relations interétatiques. Ces parcs transfrontaliers visent à promouvoir la paix, la préservation de la biodiversité et le développement économique. C'est le cas du parc transfrontalier du Grand Limpopo, créé en 2002 entre l'Afrique du Sud, le Mozambique et le Zimbabwe. Ces pays ont longtemps entretenu des relations tumultueuses. Mais le parc a favorisé leur collaboration dans de nombreux domaines. En stimulant le tourisme et en prévoyant une répartition plus juste de ses ressources avec les communautés locales, il a particulièrement apaisé les tensions au Mozambique, victime de guerre civile jusqu'en 1992. On retrouve ce genre d'initiative dans les Balkans et dans les Andes. Alors,
une implication collective pour la préservation de la nature est-elle une clé pour gagner la paix? C'est du moins une piste à explorer. Tanguy, le changement climatique, c'est sans doute ce qui réunit le plus les humains sur Terre. On est tous concernés, comme ça a été justement dit dans la vidéo. Et puisqu'on est tous concernés, on doit tous réagir. Est-ce que, de façon complètement paradoxale, on peut se dire que le changement climatique est une chance pour l'humanité, puisqu'on sera obligé de tous se donner la main pour le combattre? Alors dire que c'est une chance pour l'humanité... Je pense que personne ne peut aller jusqu'à ça. Dire que derrière certains désastres, il peut y avoir des possibilités de coopération et qu'on peut chercher à faire aboutir des initiatives communes à partir de ça, oui. Et parmi ces initiatives communes, il y a notamment tout ce qui est transition énergétique, bien sûr, notamment en Europe avec le projet de Pacte Vert. Tout cela nécessite une collaboration accrue entre tous les États, y compris parfois des États qui ont des relations très tendues. On l'a vu à l'exemple de certains États africains qui ont été cités ici. Est-ce que les Occidentaux peuvent, à votre sens, avec notamment toutes les technologies dont ils disposent, commencer à donner en quelque sorte l'exemple d'une collaboration conjointe pour partout transformer, passer aux énergies renouvelables? Les Occidentaux et aussi d'autres, il y a des projets assez intéressants de coopération régionale aussi en Asie par exemple, ou bien encore en Amérique latine. Mais je pense que oui, l'Occident, du moins l'Europe, a cette chance d'avoir déjà une forme d'intégration qui est l'Union européenne et qui peut du coup montrer comment des coopérations transnationales peuvent aider à lutter contre ce changement. Mais après, on est sur un défi qui dépasse même cette échelle-là, puisqu'on est sur un défi mondial. Et Bertrand Badi a très justement dit tout à l'heure qu'avec la globalisation, toutes les échelles changent, et du coup aussi les échelles des problèmes. Donc, être le terrain d'expérimentation de certaines formes de lutte contre le changement climatique, tout à fait, mais il faut aussi voir ce qui peut se créer ailleurs et aussi s'en inspirer, et les défis prennent des formes différentes par région. Oui, précisément. On a vu tout à l'heure dans la vidéo une femme, une habitante de Bangkok, dire que Bangkok allait bientôt disparaître sous les eaux. Le même constat a été dressé en Indonésie, puisque la capitale a été déplacée de Jakarta à Nusantara parce que Jakarta est en train de sombrer sous les eaux. En Asie, il y a une prise de conscience de ce qui se passe. Vous revenez de Chine, Bertrand Badi. On a l'impression que les Chinois ont, après avoir été longtemps considérés comme de terribles pollueurs, avec des rivières notamment dont on ne pouvait pas approcher 1 kilomètre, etc., ont vraiment pris conscience que c'était pas une lubie occidentale et que c'était indispensable aujourd'hui de combattre le changement climatique, de prendre des mesures extrêmement fermes dans ce domaine. Alors, vous avez raison. La prise de conscience, on y est. C'est-à-dire, il y a encore des climato-sceptiques, mais à peu près tout le monde est convaincu en son fort intérieur de la gravité et de l'urgence du problème. Mais je riais en moi-même quand j'écoutais Chirac tout à l'heure. D'abord, Chirac m'a toujours fait rire. Mais surtout, cette phrase est incroyable. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Ben, lui, justement, il a regardé ailleurs pendant toute sa présidence. C'est-à-dire que les politiques ont été obligés de prendre conscience d'un phénomène qu'on ne peut plus ignorer. Mais ils considèrent que la production rhétorique est valable pour solde de tout compte. C'est-à-dire que, bah, voilà, on le dit, on pose, on crée un ministère de l'Environnement. Mais si vous regardez le bilan de ce qui a été fait par les États pour lutter contre le changement climatique, le résultat est très faible.
Alors en Chine, la conscientisation était importante parce que moi, les premières fois que j'allais en Chine, on était dans des nuages de pollution épouvantables et personne ne vous parlait de pollution. Maintenant, tous les Chinois vous parlent de la pollution et des dangers de pollution. Mais il y a une distance entre la coupe et les lèvres. C'est-à-dire que prendre des décisions en matière environnementale, c'est ce qui fait le plus souffrir les princes et les pouvoirs politiques. Pourquoi ? Parce que la rationalité politique, c'est une rationalité à court terme. C'est-à-dire payer pour avoir en échange un bien auquel vous aspirez. Ça, les lecteurs acceptent ce genre de discours. Mais si vous dites payer maintenant pour avoir un résultat dans 60 ans qui bénéficiera à vos petits-enfants pendant que vous serez sous la tombe, les gens ne sont plus d'accord. Et l'ambiguïté du politique, c'est qu'il joue de cette, je dirais, carte rhétorique pour se dédouaner, mais qu'il a du mal à prendre décision. Mais même l'Europe, quand vous dites l'Europe est un exemple, j'ai peur que ce soit un contre-exemple. C'est-à-dire qu'il y a des directives européennes d'une grande importance. On se dit, oh là là, ces gens-là, ils jouent un rôle quand même très positif. Mais vous savez que les directives européennes passent sur le plan de leur exécution par les choix nationaux. C'est-à-dire l'Europe donne un certain nombre de directives et à chaque État de savoir comment convertir chez lui cette directive en décision concrète. Les Polonais sont persuadés que sans le charbon, ils ne vivraient pas, donc il n'est pas question pour les Polonais de supprimer un charbon qui est extrêmement polluant. Ça, c'est un premier problème. L'autre problème, c'est qu'il y a une énorme hypocrisie. Et à quoi tient cette hypocrisie dans tout ça ? Ça tient au fait que l'on va montrer du doigt, stigmatiser les gros pollueurs, en oubliant deux choses. Que ces gros pollueurs qui sont les pays émergents, ils polluent moins que les pays développés lorsqu'ils étaient dans cette situation d'émergence, cette transition industrielle, premièrement. Et deuxièmement, là où l'hypocrisie est insupportable, c'est qu'on accuse la Chine d'être un gros pollueur. Ce qui est vrai, la Chine est un gros pollueur. Yes, but, c'est-à-dire oui, mais. Oui, mais la Chine pollue parce qu'elle produit pour les pays occidentaux des biens que les Occidentaux ne peuvent pas produire chez eux parce qu'ils sont polluants. C'est quand même plus fort que le Roquefort. Vous vous rendez compte le truc ? Je vous laisse les terres rares, disent les Américains qui en ont dans leur sol. Je laisse la Chine, à la Chine le monopole, ou le quasi-monopole de la production des terres rares. Ça semble même généreux au premier coup d'œil. Mais ça veut dire quoi ? Produire des terres rares est très polluant. Donc on laisse l'autre produire ce qui est polluant. Et nous, on ne fait rien. Donc attention à tout ça. Oui, puis je pense que par rapport à cette hypocrisie en Occident, il y a un autre élément qui peut être assez intéressant et qui montre aussi l'importance de la mobilisation. Pendant très longtemps, lorsqu'on évoquait le changement climatique, on ne parlait que d'un indicateur qui était le dioxyde de carbone et le réchauffement, l'effet de serre de façon générale. Et là, quand c'est devenu du coup un sujet politique, on voit qu'il y a eu des décisions prises dans l'Union européenne et on a une certaine baisse de la production de CO2 avec toutes les limites de la sous-traitance, bien sûr. Mais par contre, sur d'autres indicateurs tels que la pollution des eaux ou bien encore la pollution des sols, on n'a pas fait de ces sujets-là des sujets politiques. On ne les médiatise pas assez et je pense que c'est le rôle des citoyens justement de demander qu'il y ait des actions climatique qui dépasse juste l'action contre la pollution des airs. Puisqu'on voit que quand il y a beaucoup de personnes qui demandent des réformes sur ces sujets, il y en a, beaucoup moins que ce qu'il faudrait, mais il y en a quelques-unes.
Les personnes qui sont le plus concernées par le changement climatique, elles sont surtout dans cette salle. Ce sont des personnes jeunes qui vont sans doute être témoins de tout cela. Est-ce qu'il y a des questions qui viennent de la salle concernant ce grave problème auquel vous serez tous confrontés plus longtemps que nous? Oui. On a vu dans la vidéo qu'il y avait de nombreux conflits, des points de désentente, si on peut dire, sur la gestion de l'eau. On l'a vu avec entre le Colorado et le Mexique. Il y a eu également, je crois, un projet de barrage en Éthiopie sur le Nil qui a suscité une réaction assez amère de l'Égypte. Est-ce que, selon vous, les prochains conflits seront sur base de l'eau, simplement? Bertrand Badi, peut-être les guerres de l'eau, on en parle depuis un petit moment. Est-ce que c'est une perspective qui se rapproche? Oui, il y a quantité de conflits actuellement qui dérivent de litiges en matière de captation d'eau, autour du Jourdain, autour de l'Euphrate. On a vu le Limpopo aussi, c'est intéressant, et beaucoup d'autres, c'est vrai. Le Gange, le Brahmapoutre. Ceci dit, deux choses. La première, on a un peu tendance à exagérer. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi quantité. Le conflit russo-ukrainien, il n'a rien à voir avec l'eau. Et on pourrait continuer. Deuxième raison, c'est que quand vous analysez un conflit, ne commettez pas l'erreur de considérer qu'il y a une cause à ce conflit. Dans les manuels d'histoire du temps où j'étais élève, il y avait toujours un résumé à la fin qui était catastrophique. Quelles sont les causes de la Première Guerre mondiale? Ça n'existe pas, les causes. Pourquoi ça n'existe pas? Les causes, ça peut exister, et encore, en physique. En sciences sociales, le mot cause ne veut rien dire. Car en sciences sociales, tout passe par là, c'est-à-dire le cerveau humain. C'est lui qui interprète, c'est lui qui reformule, c'est lui qui décide de prendre en compte ou pas prendre en compte. Si le conflit du Jourdain a cette intensité, c'est parce que les deux principaux partenaires, Israël et la Palestine, sont en situation de très forte tension, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc c'est la perception qui est première, ce n'est pas le phénomène. Vous pouvez avoir des situations, je dirais, extrêmement complexes en matière de gestion des eaux. En Europe, ça s'est vu à propos du Danube, à propos du Rhin, etc., sans que pour autant ça entraîne un conflit. Donc faire très très attention à cela. D'autres questions sur cette question climatique? Non, alors s'il n'y a pas de questions, je propose qu'on passe directement, car le temps nous est compté, à la troisième vidéo consacrée aux identités et à leur rapport avec la violence. L'identité a-t-elle le pouvoir de nous diviser ou de nous unir? L'identité, c'est ce que nous sommes, notre individualité, ce qui nous rend uniques. Mais elle est également forgée dans notre passé, nos racines, et en cela, elle nous rattache à une culture, une religion, une nation, à un genre ou à un quartier. Elle peut nous unir à ceux qui partagent cette identité, ou nous séparer de ceux qui ne la partagent pas. La France est bien meilleure, donc 3-0. 3-0. Normal. À la fin du XXe siècle, alors que le nombre de conflits et leur intensité diminuaient à travers le monde, certains, comme Francis Fukuyama, espéraient que l'on parviendrait à une fin de l'histoire marquée par le triomphe d'un modèle libéral et démocratique.
Mais Samuel Huntington avertissait déjà. Les conflits au XXIe siècle ne seront plus idéologiques, mais civilisationnels. Il identifie 8 grandes civilisations marquées par des cultures et religions différentes. Selon lui, ces autres civilisations pourraient rejeter les valeurs occidentales et revendiquer leurs propres identités. Le 11 septembre 2001 et les événements qui suivent semblent confirmer son propos. Au Moyen-Orient, des mouvements radicaux s'opposent à l'occidentalisation progressive de la région et souhaitent, armes à la main, le retour à une charia conservatrice, l'application de lois issues de l'interprétation du Coran et des hadiths. Al-Qaïda, Daesh, Boko Haram, Al-Shabaab, Jemaah Islamaya et beaucoup d'autres combattent afin d'établir des califats dans leurs régions respectives. D'autres mouvements religieux font également de la foi un prétexte à la violence, tels les nationalistes hindous en Inde et les mouvements juifs ultranationalistes, les Heva et Kash en Israël, ce dernier étant même interdit depuis 1994. Ce contre-coup identitaire se ressent ailleurs dans le monde. En Russie, Vladimir Poutine prône un retour aux valeurs traditionnelles russes centrées sur l'Église orthodoxe, le patriotisme et l'histoire. Une histoire qui intégrerait une grande partie de l'Ukraine, de la Moldavie, de la Biélorussie et même des pays baltes à l'intérieur d'une même ère civilisationnelle russe. En Chine, alors que de nombreux experts pensaient que le développement économique conduirait forcément au triomphe d'un modèle démocratique et libéral, le gouvernement de Xi Jinping intensifie au contraire la promotion du socialisme aux caractéristiques chinoises. Un modèle qui renforce le contrôle du Parti communiste sur tous les aspects de la société, tout en promouvant un nationalisme croissant. Les minorités qui ne rentrent pas dans ce cadre doivent être rééduquées. Nous étions assis toute la journée et on nous forçait à lire des livres opposés à notre religion. Dès 9 h du matin, il y avait des haut-parleurs qui diffusaient des chants communistes, de la propagande, et qui disaient que Mao Tse-tung était un grand chef. Mais on ne peut pas limiter les tensions identitaires au XXIe siècle au conflit entre des blocs civilisationnels qui s'opposent. D'une part, car les États ne forment pas des blocs culturels et religieux homogènes. Si 58% de la population des États-Unis provient d'Europe, 19% viennent d'Amérique latine, 14% sont afro-américaines et 6% ont des origines asiatiques. Cette diversité se vérifie dans un grand nombre de pays. D'autre part, les conflits identitaires ne se résument pas à des conflits civilisationnels ou religieux. Nous sommes fortes, nous sommes fiers. Ainsi, des groupes marginalisés ou minoritaires, tels les femmes, les homosexuels et les transsexuels, peuvent entrer en conflit avec des groupes conservateurs attachés aux valeurs traditionnelles. Après tout ce qu'on a vécu ces dernières semaines, en termes d'attaques, de propos les plus vils et tout, ce soir on va laisser ça de côté, on n'oublie pas. L'essayiste David Goodhart considère quant à lui que les principales tensions politiques en Occident opposent désormais les gens de quelque part aux gens de nulle part. Les gens de quelque part seraient ancrés dans des communautés locales avec un fort attachement à leur région, leur culture et leurs traditions. Ils sont peu mobiles et considèrent que la mondialisation et l'immigration ont dégradé leurs conditions de vie. Les gens de nulle part, eux, résident surtout dans les grandes métropoles, seraient détachés de leurs racines locales et nationales et particulièrement à l'aise avec la mondialisation dont ils seraient les principaux bénéficiaires. Ces nouvelles oppositions peuvent expliquer le Brexit au Royaume-Uni, le mouvement des Gilets jaunes en France ou la montée d'une droite nationaliste à travers l'Europe et aux États-Unis. Pour triompher dans ces conflits identitaires, de nouvelles violences culturelles apparaissent, en particulier sur les réseaux sociaux. Ainsi, la Russie finance largement des médias comme Sputnik et Russia Today pour produire et diffuser sa propagande et sa déformation à travers le monde. Des fermes à trolls, comme The Internet Research Agency, permettent d'influencer l'opinion publique des sociétés occidentales afin de favoriser des personnalités politiques plus proches de l'idéologie du Kremlin, ou pour défendre son attaque contre l'Ukraine. Le cyberharcèlement, employé massivement par certains groupes identitaires contre d'autres, permet de les réduire au silence ou normaliser la violence.
Une fois la haine banalisée sur les réseaux, elle peut s'introduire dans le monde physique. Le récent retour de violences ethniques et religieuses en Éthiopie, en Inde, au Myanmar, fut précédé d'une multiplication des messages de haine sur les réseaux. Les algorithmes des réseaux sociaux contribuent à ces violences. En sélectionnant des informations susceptibles d'intéresser leurs utilisateurs en fonction de leurs préférences et de leurs croyances, ils limitent l'exposition des individus à des perspectives divergentes, les enfermant dans une bulle de contenu homogène qui contribue à fixer leur identité et radicaliser leur rejet d'autrui. Pourtant, les identités ne sont pas des causes inévitables de conflits. Puisque chaque être humain porte en lui une constellation d'identités, il est toujours possible de trouver des points communs avec les autres ou de partager nos différences. Les travaux de Samuel Huntington sont d'ailleurs très critiqués, car ils font des différences culturelles les causes directes des violences, alors que celles-ci naissent généralement de facteurs économiques et politiques. L'identité serait davantage, pour les dirigeants de ces groupes, un outil de recrutement et un moyen de justifier leurs agissements. Comme le note Amartya Sen dans Identité et violence, l'illusion du destin, c'est la simplification des identités et leur manipulation qui conduisent aux tensions et aux violences. La lutte contre la propagande et la désinformation et la création de véritables espaces publics de débat et de discussion seraient les premiers pas vers l'apaisement de ces violences. Avant de passer à la discussion de cette vidéo en particulier, je voudrais aussi souligner qu'il y a deux autres vidéos dans cette web-série, une consacrée spécifiquement aux femmes et une autre à Haïti. Peut-être que Tanguy peut nous dire quelques mots de ces deux vidéos pour qu'on puisse rebondir également sur leur contenu. Oui, alors concernant la vidéo sur femmes et violences, on voulait avoir une approche actorielle, s'intéresser à un groupe en particulier, et donc les femmes, et regarder s'il y avait des formes de violence qui pouvaient être spécifiques, et pourquoi elles pouvaient être aussi des cibles spécifiques lors de conflits. Ensuite, c'était aussi voir le rôle qu'elles peuvent avoir durant ces conflits, et quand j'entends conflit, c'est pas juste les guerres ou autres, ça peut être aussi les manifestations ou bien également le fait de revendiquer des droits. Et enfin, le rôle qu'elles peuvent avoir dans les processus de paix. Il y a une étude que j'ai trouvée très intéressante qui montrait que plus les femmes sont impliquées dans les processus de paix, plus ces processus ont de chances d'aboutir à une paix durable. Et ça, je pense que c'est assez intéressant parce que, en fait, elle représente une société civile en général. Ensuite, pour la vidéo sur Haïti, cette fois, on a voulu s'intéresser à un territoire. Je trouvais que le danger à faire une série de vidéos consacrées à des causes potentielles de violence, c'est de considérer que, voilà, il y a une cause, ça c'est la cause des violences. Ce qui était plutôt intéressant en s'intéressant à un territoire, c'est de voir qu'il y a énormément de causes. Et du coup, on peut presque dire effectivement que s'il y a plein de causes, c'est qu'il n'y a pas de cause. Mais en même temps, identifier des raisons qui, mises ensemble, peuvent amener à une violence, permet aussi du coup d'agir sur ces raisons-là et de voir que l'aboutissement, le conflit violent, vient de tout cela. On m'a dit, on a retrouvé dans cette vidéo un débat qui date des années 90 entre Fukuyama et Huntington. Est-ce qu'il est encore d'actualité? On peut en rappeler rapidement les termes, ça a été dit dans la vidéo. Huntington parlait du clash des civilisations, il en dénombrait 8, qui d'après lui seraient irréconciliables et voués à s'affronter d'une façon ou d'une autre. Fukuyama, lui, pensait que la chute du mur et la fin du soviétisme allait signifier que le monde entier allait se transformer, pour le dire vite, en une espèce de gigantesque Occident. Est-ce qu'aujourd'hui ce débat est encore d'actualité ou est-ce que les deux penseurs avaient totalement tort et c'est réglé? D'abord, c'est pas un débat parce qu'en fait, ils étaient d'accord tous les deux.
Fukuyama considérait que la civilisation occidentale allait triompher sur les autres. Et Fukuyama, lui, s'intéressait à ce conflit perdurant entre les civilisations. Mais il commettait la même erreur gigantesque, qui était de considérer que le monde se divise en civilisations. Ce qui est une vue de l'esprit invraisemblable. D'abord, comme le film le montrait très bien, vous avez une population de plus en plus importante qui est, polyidentitaire. Bon. D'autre part, parce que où passent les frontières ? Après tout, la culture normande et la culture bretonne, c'est pas la même chose. Donc, Huntington, s'il était appliqué, devrait considérer qu'il y aura une guerre permanente entre les Bretons et les Normands. Et puis ma femme, qui est haute-normande, considère que les bas-normands, c'est pas des Normands. Donc, et on peut continuer. Ce sont des visions hyper toxiques. Et effectivement, le film l'a démontré. Mais c'est hyper toxique, d'abord parce que le raisonnement est faussé. Il faut que vous compreniez, et à votre niveau d'entrée dans la vie active, c'est essentiel, il faut que vous compreniez que les identités ne sont pas pérennes, qu'on ne trouve pas une identité dans le berceau pour la conserver jusqu'à la tombe. Les identités, elles se reconstruisent jour après jour, de manière incessante. Individuellement, vous le sentez bien vous-même, vous n'êtes pas celle ou celui que vous étiez il y a 10 ans. Et collectivement, la société française d'aujourd'hui, c'est pas la société française des années 50 ou des années 60. Et on pourrait continuer ainsi. Mais c'est un produit hautement toxique parce qu'il a fait énormément de dégâts. C'est-à-dire, sa principale conséquence, c'est de stigmatiser l'autre. C'est-à-dire, dans une vision facile à faire passer dans l'opinion d'un conflit identitaire, l'autre qui n'est pas de mon identité est suspect. D'où cette espèce de frénésie anti-immigrés, anti-musulmans, anti-africains, etc. Vous savez comment savoir si un assassin est français de souche ? S'il n'est pas français de souche, on vous le dit. S'il est français de souche, on ne vous le dit pas. Bon, c'est-à-dire qu'il y a, relayé par les médias, une stigmatisation identitaire qui est quelque chose d'incroyable. Bon. Et comme on vous a appris les identités collectives, si c'est un Marocain qui a assassiné, ce qui n'est pas encore prouvé, une jeune fille dans le bois de Boulogne la semaine dernière, ça veut dire que tous les Marocains sont coupables. Et qu'un Marocain qu'on rencontre dans la rue, il faudrait l'expulser. Et c'est comme ça que le virus prend et fait des dégâts considérables. Maintenant, les travaux récents de la sociologie ont montré que tout ça, c'est de la fiction. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation politique. Parce que l'identité, c'est chacune et chacun d'entre vous qui vous la construisez. C'est-à-dire, c'est vous qui décidez ce que vous êtes. Ce que vous avez envie d'apparaître au regard des autres. Est-ce que ce qui vous intéresse d'abord, c'est de mettre en avant votre genre, ou de mettre en avant votre région, ou de mettre en avant votre profession, ou de mettre en avant vos convictions politiques ou religieuses ou morales ou je ne sais quoi. Et de ce fait, les identités, vous savez, moi j'habite Paris 15e. Bon, quand je suis dans un congrès international de sciences politiques, je me sens professeur de sciences politiques. Quand je vais voter dans mon bureau de vote, je me sens citoyen français. Et quand je vais acheter mon pain dans la rue voisine, je me sens du 15e. Et je le dis à ma boulangère pour qu'elle me refile du bon pain. Bon. C'est ça l'identité. Vous voyez ? C'est une façon permanente de monnayer. Et c'est complètement à l'opposé de ces thèses, pardonnez-moi, à mon âge on a le droit de tout dire, débiles de Huntington. Débile. Mais qui lui a fait un succès commercial énorme. Ah, il a vendu ses livres mieux que moi. Hein. Bon.
Et vous savez, il y a beaucoup qui sont comme ça, c'est-à-dire qui disent n'importe quoi parce que ça se vend bien. Bon, maintenant, ce qu'il faut voir lorsqu'on travaille sur la violence et sur le conflit, c'est comment l'identité est manipulée par des gens plus ou moins bienveillants pour vous mobiliser derrière eux. C'est ça. Quand, je ne dirais pas quel parti politique vous dit les Français d'abord, bah, c'est tentant. Parce qu'on se dit au moins, j'ai plus de chances d'avoir un boulot. Bon, et donc, on va vendre l'identité sur le marché électoral. Et ça marche. Ça vous permet d'avoir presque 40%. Mais, comme le disait le très grand philosophe bulgare Todorov, il disait le problème des nationalistes, c'est qu'ils savent gueuler, ou des identitaristes, mais ils n'ont rien à vendre sur le plan de l'action gouvernementale. Hein, quand on dit par exemple on va supprimer l'aide médicale d'urgence, ah oui? Et alors, si une pauvre femme ou un pauvre homme tombe dans la rue, on va le laisser crever? S'il n'a pas les moyens de se faire soigner, on va le laisser crever? Vous savez, il faut faire attention à toutes ces bêtises, parce qu'elles nous tuent. Il nous reste une dizaine de minutes. Est-ce qu'il y a des questions, qu'il s'agisse de questions liées à cette vidéo sur l'identité ou aux deux autres vidéos qu'on n'a pas vues mais que Tanguy a évoquées sur les femmes et sur Haïti, monsieur? Oui, bonjour. En fait, moi, en voyant le film, je me suis posé une question. Vous avez parlé un petit peu des différentes religions, mais il n'a pas été fait mention de la chrétienté. Or, ce qui peut se passer dans des pays comme la Hongrie ou la Pologne, ainsi que les évangélistes aux États-Unis, on est dans un monde chrétien. Et je voulais juste savoir pourquoi ça avait été un petit peu oublié. On voit Poutine quand même dans une église... oui, mais c'est l'orthodoxe. Oui, c'est chrétien quand même. Oui, non, mais bien, j'ai mentionné les catholiques et les évangélistes. Pour être plus précis. Bien sûr. Et votre remarque est intéressante. Et bien sûr que les religions peuvent être employées par tous ceux qui se revendiquent d'une religion, voire même aussi ceux qui se revendiquent à religieux. La raison est simple, c'est une vidéo de 8 minutes. On ne peut pas faire un bilan de toutes les religions dans tous les territoires, etc. Là, on mentionne l'orthodoxie, on s'intéresse aussi à l'Inde et puis aussi à l'islam, mais c'est pour montrer que ça touche un grand nombre de religions. Je pense qu'après, on peut en déduire que c'est le cas pour les autres religions aussi. Et vous avez tout à fait raison de parler par exemple de la Hongrie. La Hongrie peut-être aussi du vote évangélique blanc qu'on retrouve pour Donald Trump, du vote évangélique aussi qu'on retrouvait pour Bolsonaro. Est-ce que aujourd'hui la religion chrétienne est un élément fondamental qui est porteur électoralement, parce qu'on n'a pas l'impression par exemple que Trump soit quelqu'un de particulièrement croyant et fervent? Vous savez, c'est un phénomène de va-et-vient, c'est-à-dire certaines croyances poussent à des comportements politiques, c'est évident, on peut pas le nier. Et c'est vrai que le vote adventiste, des nouveaux mouvements religieux, comme on dit, est un vote de droite militant qui a profité à Bolsonaro, à Mieli, à Trump, etc. C'est vrai tout ça. Mais vous avez l'autre sens. C'est-à-dire, faut que vous sachiez qu'un homme ou une femme politique, c'est un entrepreneur politique. Il a peut-être des convictions, d'ailleurs, de moins en moins. Le politique est de moins en moins convaincu, mais son art, son boulot, sa formation professionnelle consiste à trouver le bon argument pour siphonner telle ou telle voix.
Et à ce moment-là, il parlera le langage qui séduit alors, des fondamentalistes musulmans, des fondamentalistes juifs, des fondamentalistes chrétiens, etc. Et ce mouvement va-et-vient est incessant. C'est comme ça qu'il faut comprendre l'action politique. Maintenant, il y a un point qu'on n'a pas abordé, mais qui me paraît intéressant, c'est que on est sur une pente qui conduit à dire les identités ne sont pas premières, elles sont manipulées. Il y a une exception dans laquelle les identités sont premières. C'est les situations très nombreuses, qui ont été mentionnées dans le film d'ailleurs, où une identité est minoritaire. Et quand vous êtes minoritaire, vous avez un réflexe de protection. Je suis minoritaire, donc ils vont me bouffer. Donc il faut qu'on se serre les coudes et il faut qu'on affirme mon identité contre l'autre. Et ça conduit à quantité de situations, les Rohingyas en Birmanie que vous mentionnez dans votre film, les musulmans en Inde, les chrétiens dans le monde arabe, tout le monde y passe. Ça a été le problème des juifs pendant des siècles et des siècles aussi, ce qui explique le comportement fortement communautariste des juifs, en tout cas de la plupart d'entre eux. Et là, effectivement, c'est pas réductible. Mais vous voyez que c'est pas la théologie qui décide là, c'est le positionnement sociologique. Je suis minoritaire, donc je dois me protéger. D'autres questions ? J'aurais une question. Est-ce que l'identité peut provoquer la délinquance ? C'est-à-dire ? Vu dans la vidéo, le groupe Boko Haram, si j'ai bien retenu, est-ce que l'identité peut parfois ramener à la délinquance ? Alors, sur Boko Haram, alors peut-être, Tanguy, effectivement, je pense que délinquance, c'est peut-être un mot qui n'est pas exactement approprié pour Boko Haram, qui est un groupe terroriste religieux. Oui, donc, est-ce que l'identité peut amener à la délinquance ? Un faisceau d'éléments est conduit à l'acte violent, et je pense que l'identité est probablement le dernier parmi ces éléments. Boko Haram est un mouvement qui est né dans un endroit bien précis. C'est le nord-est du Nigeria, et après ça s'est étendu dans d'autres territoires du Sahel. Le Nigeria est un pays riche et un pays pauvre. C'est un pays qui est aujourd'hui le premier PIB d'Afrique. Je crois qu'il a dépassé l'Afrique du Sud, il me semble. Mais avec une grande partie de la population qui vit sous le taux de pauvreté. Maintenant, mettez-vous dans le contexte d'une personne qui vit dans une des parties les plus pauvres de ce pays qui a énormément de ressources. Vous avez, d'une part, peu de moyens, vous êtes peut-être le deuxième fils, donc vous n'avez même pas hérité des quelques terres qu'il y a, etc. Et vous devez vous faire une vie. Et là, vous avez des personnes qui vont vous dire « tes problèmes sont causés par d'autres personnes qui ont une identité différente. Ensuite, ton identité, en l'occurrence religieuse, te définit et t'offre des solutions. Et par ailleurs, si tu nous rejoins, tu vas avoir de quoi manger, on va s'occuper de ta famille, on va s'occuper de l'éducation, etc. » Je pense que ces mouvements doivent plus être regardés sous cette optique-là que du côté identitaire. L'identité, en l'occurrence, c'est surtout un outil de recrutement pour ces mouvements comme pour tant d'autres. Là, on parle de ce mouvement, mais on pourrait dire exactement la même chose pour des mouvements qui ne sont pas religieux, mais qui sont nationaux, qui sont de quartier ou autres. Merci beaucoup Tanguy. Je pense que ce que vous dites là reflète quelque peu la phrase d'Amartya Sen qu'on a entendue, à savoir que la simplification et la manipulation des identités conduisent aux violences. C'est pas l'identité en soi qui peut être génératrice de problèmes, mais c'est un ensemble de choses. Et c'est, je crois, ce qu'on retrouve en regardant la totalité de cette web-série, la multicausalité de tous les phénomènes. Rien ne répond à une seule cause. Tout est lié à un ensemble de causes qu'il faut ensuite hiérarchiser pour comprendre exactement comment un phénomène a été rendu possible. Oui, et je pense que là, on s'est beaucoup intéressé aux violences elles-mêmes, mais je pense que dès lors qu'on s'intéresse au fait que c'est multicausal, les réponses, les solutions
le sont aussi, elles sont aussi multi-échelles. C'est-à-dire que, par exemple, il y a les organisations non gouvernementales qui font des choses magnifiques et on peut les soutenir par des dons ou bien encore en s'investissant par notre temps. Mais il y a également le fait d'être citoyen. Alors, le vote n'est pas forcément l'élément premier pour faire changer les choses, mais il y a aussi l'engagement politique, il y a aussi le fait de s'intéresser, le fait de montrer qu'on est intéressé par certains sujets. Et c'est finalement par la somme de toutes ces actions qu'on peut ensuite chercher. Certains vont s'intéresser à l'environnement et vont chercher des solutions aux problèmes environnementaux qui mènent à des violences. D'autres vont s'intéresser aux questions de pauvreté, etc., etc. Et je pense que c'est ça, en tout cas, que j'ai essayé de faire ressortir de cette série, c'est que si les violences sont multicausales, alors les solutions le sont aussi. Merci beaucoup. On a le temps pour une toute dernière question, s'il en reste. Oui. Merci. Monsieur Godel, tout à l'heure, vous aviez dit que plus les femmes sont engagées dans un processus de paix et plus la paix serait durable. Est-ce que vous pouvez développer ce point, s'il vous plaît? Oui, et merci beaucoup pour cette question. Alors, je pense que Monsieur Bati saurait largement compléter ce que je vais dire là, mais d'une part, très souvent, les hommes qui sont impliqués dans les processus de paix sont aussi les belligérants et ceux qui étaient les premiers à être donneurs d'ordre dans les conflits. Alors, bien sûr, ce ne sont pas les seuls, et ça serait simplifié, là encore, de dire cela. Mais les femmes sont des représentantes de la société civile, parce qu'elles ne sont pas principalement vues comme des combattantes, bien qu'elles puissent l'être également. Donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, les femmes... globalement, les femmes ont un rôle encore aujourd'hui, bien que les hommes devraient le jouer aussi davantage, mais un rôle de transmission par rapport aux générations futures. Et dès lors que ce sont les personnes qui transmettent, qui s'impliquent, alors l'éducation aussi peut se tourner davantage vers la paix que vers la violence. Merci beaucoup Tanguy Goudal, merci beaucoup Bertrand Badi, merci à toutes et à tous d'avoir assisté à cette séquence, merci pour vos questions. Je vous rappelle que... Merci beaucoup. Que les cinq épisodes de la web-série sont visibles dès aujourd'hui sur la chaîne YouTube du Forum Normandie. Vous pourrez revoir les 3 que nous avons vus et aussi les 2 autres sur les femmes et Haïti. Et vous pouvez retrouver Bertrand Badi pour la présentation de son livre L'art de la paix, tout de suite en fait, à la librairie. Merci beaucoup. Ça va, ça a été...